il n'existe plus de Haut-Karabakh arménien, il n'y a plus d'État du Haut-Karabakh, il n'y a plus d'armée du Haut-Karabakh. Donc le droit international humanitaire impose la libération. Et certainement pas des procès aussi fantaisistes que ceux qui sont menés aujourd'hui. En tout cas, pour les combattants, c'est très clair, pour les prisonniers de guerre, ils n'ont aucun droit de les juger. Donc il y a toute la population de cette région autrefois autonome, qu'on appelait le Haut-Karabakh, qui a été déplacée de force fin septembre 2023. Et à l'occasion de ce déplacement forcé, les autorités azerbaïdjanaises ont procédé à l'arrestation arbitraire d'un certain nombre de personnes, que ce soit des combattants, des vrais prisonniers de guerre, ou des civils qui sont des anciens dirigeants politiques de cette région autonome qui s'était d'ailleurs auto-proclamée république indépendante, à l'issue d'un processus historique qui était un référendum d'autodétermination tel que c'était prévu dans la constitution soviétique à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1989-90. Donc, parmi ces procès, il y en a 16. En fait, il y a deux procès. Il y a un procès qui a été monté spécifiquement pour l'une des 16 personnes, qui est la personnalité la plus connue, je dirais, en tout cas sur la scène internationale, parce que c'est un philanthrope, parce que c'est quelqu'un qui a fait le choix en 2022 de venir résider au Haut-Karabakh alors qu'il connaissait très bien la dangerosité de cette installation, qui a d'ailleurs pendant quelques mois occupé les fonctions d'État. Il était secrétaire d'État de cette République. Et un deuxième procès qui inclut 15 autres personnes, dont des militaires, dont des civils, qui ont occupé des hautes fonctions dirigeantes dans cette République indépendante. Voilà, donc l'instruction qui a été menée par des procureurs azerbaïdjanais a duré un certain temps. Et au final, ces procès ont démarré à la mi-janvier 2025 sur des bases d'incrimination qui sont souvent liées, qui font souvent appel au mot clé, le mot de terrorisme. Donc, il y a beaucoup de charges qui sont liées à ça, terrorisme, financement du terrorisme, organisation de bandes armées visant à renverser l'État. Donc, des charges qui, bien entendu, sont hors contexte parce que ces dirigeants ne menaient pas d'action terroriste contre l'Azerbaïdjan. Ils géraient simplement une république qui s'était autodéterminée. Qui plus est, ces dirigeants ont toujours été des interlocuteurs de l'État azerbaïdjanais et des États tiers, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Russie, pendant toutes les 25 années de négociations qui ont eu lieu dans le cadre du groupe de Minsk, qui était un groupe coprésidé par ces trois États, États-Unis, France, Russie. C'était des interlocuteurs reconnus et pas du tout considérés comme terroristes à l'époque par l'Azerbaïdjan. Donc vous voyez que à partir du moment où la population a été déplacée, que ces personnes ont été arrêtées, ils sont jugés aujourd'hui comme terroristes. Donc en réalité, c'est le procès de l'autodétermination que l'Azerbaïdjan n'acceptait pas. Et donc c'est le procès qui veut mettre fin à cette idée qu'un jour, cette population native
de la région de Haut-Karabakh redeviennent autonomes. Voilà, donc on veut briser cet esprit d'autonomie, cet esprit d'indépendance, et on veut humilier la nation arménienne à travers ces procès. Alors il y a 7 personnes qui ont déjà été jugées, donc à des peines d'emprisonnement qui varient entre 15 et 20 ans. Et parmi ces 7 personnes déjà jugées et condamnées, vous avez 2 combattants, c'est-à-dire des prisonniers de guerre, ce qui, à la lumière du droit international, et notamment du droit international humanitaire, du droit de la guerre, est totalement interdit. Un prisonnier de guerre, à partir du moment où la guerre est terminée, il est restitué à la partie adverse. Or là, on le juge pour des charges qui n'ont rien à voir avec la guerre, mais des charges donc criminelles, de terrorisme, et donc c'est complètement absurde, et c'est surtout en contradiction avec le droit international. Écoutez, les dictateurs n'aiment pas les gens qui ont une notoriété, une influence au niveau international, qui en plus de ça bénéficient d'une certaine aisance au niveau financier. Donc ils veulent faire un exemple autour de la personnalité de Rouben Vartanian, d'autant plus que parmi tous ces 16 prisonniers qui sont en procès, c'est le seul qui, depuis le début de son procès, dit tout haut que ce procès est illégal, qu'il ne veut reconnaître aucune des charges qui ont été prononcées contre lui, qu'il n'a signé absolument aucun témoignage, aucune confession, aucun aveu, et que donc, et qu'en plus de ça, il réclame ouvertement, publiquement, pendant ses procès, au risque de subir les mauvais traitements dans sa prison, il réclame donc la présence d'observateurs étrangers, la présence de ses avocats internationaux qui lui sont refusés. En revanche, depuis la fin de la guerre de 2020, mais aussi depuis le dernier assaut de 2023, on a les noms d'à peu près 80 personnes qui sont portées disparues du côté arménien. Donc aux yeux du droit international, ces personnes sont considérées comme des disparitions forcées ou involontaires. C'est-à-dire que la disparition forcée est un crime donc à la lumière du droit international, en ce sens que le crime est continu, parce que tant que le sort de cette personne n'est pas connu et fourni à la famille de la personne disparue, donc il y a une continuité du crime et donc une continuité des procédures. Donc ça, c'est un point important parce que nous n'avons aucune information, qu'il soit décédé ou tenu emprisonné dans des lieux secrets. Nous n'avons aucune information. Et donc là, bien entendu, c'est notre rôle en tant que défenseur à la fois des prisonniers, mais aussi des personnes disparues, d'engager les procédures qu'il faut auprès des organismes onusiens ad hoc, et en particulier, c'est soit le comité des disparitions forcées, qui est un comité relié à la Convention internationale sur les disparitions forcées et involontaires, ou auprès du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, qui peut être redondant, mais que nous avons quand même interpellé sur la thématique de l'allégation générale, parce que
nous considérons que dans le cas des prisonniers arméniens ou des personnes disparues, il y a un soupçon de discrimination raciale. C'est-à-dire que cette thématique de la discrimination raciale intervient dans quasiment toutes les violations des droits des Arméniens, qui ont été capturés, détenus, voire jugés en Azerbaïdjan. C'est une thématique qui est transversale et les comités onusiens ont tous pointé du doigt cette caractéristique, que ce soit le comité contre la torture l'an passé, où il y a des paragraphes très clairement exprimés sur ce point, que ce soit le comité des droits de l'homme, quand il a examiné, comme il le fait tous les 4 ans, la situation d'un pays. Ils ont bien spécifié qu'il y avait un problème particulier, un traitement particulier des Arméniens. C'est aussi vrai sur un plan plus général, puisque c'est le point central de l'action interétatique qui a été engagée contre l'Azerbaïdjan par l'Arménie devant la Cour internationale de justice, où on considère qu'effectivement l'État arménien considère que la discrimination raciale est une politique officielle de l'État azerbaïdjanais et que ça traduit par toute une série de mesures discriminatoires, que ce soit par rapport au droit à la vie, par rapport à l'interdiction de la torture, par rapport à la dépossession des propriétés, et bien entendu par rapport au déplacement forcé qui a été fait sur tout ce groupe ethnique arménien du Haut-Karabakh. Écoutez, je pense que, en tout cas, les lieux de détention sont communs. Par ailleurs, il faut savoir que l'Azerbaïdjan est un État qui emprisonne ses opposants, donc c'est-à-dire les opposants aux dirigeants actuels, on peut appeler ça une dictature, ça peut être en tout cas pour le moins une autocratie. En tout cas, dans ce pays-là, on ne tolère pas une opposition politique. On ne tolère pas les médias indépendants. Donc il y a plusieurs journalistes qui ont été en 2024 arrêtés ou persécutés. La BBC a été interdite en novembre 2024. Donc, pourtant, la BBC est un média britannique. Or, la Grande-Bretagne est le pays d'Europe qui a le plus investi en Azerbaïdjan. C'est eux qui sont vraiment très dominants dans l'industrie, dans l'exploitation pétrolière. Mais malgré ça, on a interdit ce média britannique. Donc ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les Arméniens, bien sûr, qui sont persécutés et détenus en Azerbaïdjan. En revanche, ce discours de haine raciale qui est permanent, continu contre les Arméniens, il est bien évident qu'il est ancré dans la population. Chacun des individus constituant cette population, et on sait très bien qu'il y a un gardien de prison, quel que soit le pays, quand il a en face de lui un détenu, et que il y a un discours officiel qui dénigre, qui attaque sans cesse ce groupe ethnique, il le traitera bien entendu différemment. C'est dans son subconscient. Et donc, la politique officielle a malheureusement des conséquences très concrètes dans la manière dont sont traités ces détenus arméniens. Au point que au moins 2 des 16 prisonniers qui sont venus à la barre, témoigner récemment, ont déclaré être bien traités par leur geôlier.
alors que personne ne leur aura pas demandé s'ils étaient bien traités ou pas. Donc, rien que de faire cette déclaration de la part d'une personne qui est accusée, qui est détenue en Azerbaïdjan, relève déjà quand même de la bizarrerie. En général, un prisonnier va s'abstenir de faire une déclaration qui va contre son intérêt, mais là, ils abordent ce point-là par eux-mêmes, d'eux-mêmes. Donc, ce qui est un message lourd, ça veut dire quoi? Quel est le message qu'ils essaient d'envoyer? C'est, en fait, on a été maltraité, mais s'il vous plaît, n'insistez pas trop sur ce point. Voilà le message qui est relayé. Il ne peut pas y avoir de guerre, mais il n'existe plus de Haut-Karabakh arménien, il n'y a plus d'État du Haut-Karabakh, il n'y a plus d'armée du Haut-Karabakh. Donc le droit international humanitaire impose la libération. Et certainement pas des procès aussi fantaisistes que ceux qui sont menés aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour les combattants, c'est très clair, pour les prisonniers de guerre, ils n'ont aucun droit de les juger. Alors, ça dépend des cas, mais toujours est-il que, bon, d'abord, ils ont une origine nationale qui est arménienne. Certains avaient certainement un passeport arménien, en tout cas un passeport spécial qui leur permettait de voyager à l'étranger. Peut-être que certains ont une véritable nationalité arménienne, mais je ne pense pas parce qu'ils résidaient tous au Karabakh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, aux yeux du droit international, ce sont des apatrides. Ce sont des apatrides. Ils n'avaient pas la nationalité azerbaïdjanaise, puisqu'il y avait eu autodétermination, donc séparation de l'État azerbaïdjanais, donc ils ne pouvaient pas être citoyens azerbaïdjanais. D'ailleurs, avant de procéder au déplacement forcé des populations, l'État azerbaïdjanais leur avait dit « si vous voulez rester sur ce territoire, demandez votre citoyenneté azerbaïdjanaise ». Alors, premièrement, en droit international, un réfugié apatride de surcroît a le droit de revenir sur ses terres ancestrales. C'est un droit garanti par le droit international et qui est immuable. Et les exemples sont très nombreux au niveau des décisions de justice, des résolutions des Nations Unies. Donc c'est un droit immuable. Un réfugié apatride, à partir du moment où il n'y a plus de guerre, qu'il n'y a plus de raison qu'ils ne reviennent pas sur leur terre, donc un droit automatique au retour et à la restitution de leurs biens, que ce soit des biens privés ou des biens professionnels. Donc la question ne se pose pas tellement sur le plan juridique, elle se pose plutôt sur le plan politique, parce que la Cour internationale de justice, dans son ordonnance du 13 novembre 2023, a clairement spécifié que l'Azerbaïdjan devait permettre le retour dans des conditions de sécurité, de manière rapide, en Azerbaïdjan. La seule chose, c'est que d'abord l'Azerbaïdjan ne s'est pas plié à cette ordonnance et il ne propose rien pour ça. Au contraire, ils ont commencé à détruire les habitations, les immeubles administratifs qui existaient et voire même quelques églises. Donc ça c'est le premier point. Mais du côté arménien, donc les Arméniens du Karabakh qui se sont déplacés, qui se sont réfugiés en Arménie, voire même dans d'autres pays maintenant, ils veulent revenir, parce que c'est un beau pays, c'est leur pays, leurs ancêtres sont enterrés là-bas, et ils veulent revenir, mais pas dans n'importe quelle condition. Ils ne veulent certainement pas revenir sous une administration directe, une tutelle directe de l'Azerbaïdjan, et en tout cas
pas sans qu'il y ait des conditions de sécurité qui soient garanties par la communauté internationale. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le domaine politique. Ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place parce que ça nécessite effectivement une solution politique négociée. Une solution politique négociée que l'Azerbaïdjan, finalement, à laquelle l'Azerbaïdjan a renoncé, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont déclenché la guerre en 2020. Voilà. Donc, on en est là. L'Arménie, bien sûr, serait bien placée pour, en tout cas, ne pas se désintéresser de cette affaire. Mais l'Arménie, aujourd'hui, c'est plus centré sur sa sécurité à elle, parce que l'Azerbaïdjan représente une menace aujourd'hui, y compris sur le plan territorial, à l'Arménie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement arménien est en train de céder, point par point, à toutes les concessions qui sont demandées par l'Azerbaïdjan. Cela étant dit, les droits du peuple arménien du Haut-Karabakh, ce sont des droits universels. C'est-à-dire que le droit à l'autodétermination est un des principes fondamentaux que chaque État dans le monde, même s'il n'est pas concerné par la question, a le droit, voire même l'obligation, de défendre et de porter. C'est ce qu'on appelle en droit une obligation erga omnes, c'est-à-dire une obligation qui concerne tout le monde, tous les États. Donc aujourd'hui, cette cause, donc du droit au retour des Arméniens d'Artsakh, peut être épousée par n'importe quel État. Il suffit simplement d'aller leur parler, de les convaincre. Et donc le peuple d'Artsakh peut très bien s'organiser. Et il y a certaines actions qui sont en cours pour aller démarcher ces États pour qu'ils interviennent dans ce sens. Bon, ça c'est sur le plan juridique. Mais ça s'accompagne forcément d'une action diplomatique. Puisque de toute façon, ce droit est garanti. Donc en fait, c'est la partie diplomatique qui est la plus importante. C'est arriver à obtenir le consentement d'un nombre d'États suffisant pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisisse de cette affaire et puisse donc formuler une proposition de solution négociée, qu'elle soit temporaire, par étapes ou définitive. Alors, les concessions pour l'instant, sont unilatérales, à l'exception d'une, qui est une des dernières concessions qui ont été faites par le gouvernement arménien, là, donc il y a 10 jours, c'est l'acceptation d'un retrait réciproque donc des actions interétatiques qui ont été engagées à la Cour internationale de justice, mais aussi à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est malencontreux parce que, précisément, c'est sur le terrain juridique que l'Arménie avait obtenu une victoire. et que renoncer à ces actions, c'est mettre en péril non seulement la paix elle-même, et je vais vous l'expliquer, mais aussi enterrer la question du Karabakh, parce que la Cour internationale de justice a déjà pris donc des mesures conservatoires pour protéger ce droit au retour et le droit à la restitution des biens des Arméniens du Haut-Karabakh, et donc un abandon de cette procédure. Ça veut dire que la population du Haut-Karabakh pourra toujours, bien sûr, demander à d'autres États d'intervenir, mais il faudra recommencer le processus de zéro. Donc
cette concession, en tout cas pour toute la communauté juridique en Arménie, dont je fais partie, est inacceptable. C'est une capitulation inacceptable parce que il est inimaginable qu'il y ait une paix durable si ce problème de discrimination raciale, de haine raciale à l'encontre des Arméniens ne cesse pas. Et pour qu'elle cesse, il faut que soit le traité de paix engage l'Azerbaïdjan à reconnaître qu'il existe une telle politique et qui s'engage à la cesser, soit il faut que la Cour internationale de justice aille jusqu'au bout de sa procédure, qu'elle condamne l'Azerbaïdjan pour les discriminations qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu, et qu'en plus de ça, donc la Cour leur énonce un certain nombre de mesures correctives au sein de l'État azerbaïdjanais, donc des mesures administratives et des nouvelles lois qui protègent justement les Arméniens, l'ethnie arménienne, donc de mesures discriminatoires. Voilà. Donc aujourd'hui, les annonces concomitantes qui ont été faites à la fois par l'Azerbaïdjan et ensuite par l'Arménie, comme quoi ils étaient arrivés à un accord sur les thèmes du traité de paix. Ce traité de paix, s'il était signé dans les conditions actuelles, il est illusoire. La paix est illusoire. C'est-à-dire que si vous ne condamnez pas la racine, la cause de ces conflits, qui est vraiment cette politique de haine anti-arménienne, jamais vous n'arriverez à une paix. Et en plus de ça, ça ne vous met pas à l'abri d'une résurgence du conflit, mais cette fois-ci non pas contre le Haut-Karabakh, mais contre l'Arménie. Autant la population arménienne, dans sa majorité, souhaite éviter la guerre, autant il y a deux sujets qui actuellement les troublent cette population. Le premier sujet, c'est que l'Azerbaïdjan exige que l'Arménie change sa constitution. Et ça, c'est une atteinte directe à la souveraineté de l'Arménie. Et notamment, il souhaite que l'Arménie modifie, ou en tout cas élimine la déclaration d'indépendance de 1991 de sa constitution. Enfin, vous imaginez qu'un pays voisin de la France vienne lui dire « Désolé, mais votre constitution ne me convient pas, vous devez la changer ». Et donc ça, sur ce point-là, le gouvernement arménien n'a pas la majorité derrière lui. Le deuxième point qui trouble aussi la majorité de la population arménienne, c'est les conditions dans lesquelles sont aujourd'hui détenus et jugés les prisonniers. C'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Les images sont difficiles à soutenir. Il y a une vraie émotion dans la population, chez moi aussi d'ailleurs, et c'est vrai que ces images d'humiliation, et bon, vous pouvez même voir les traces des mauvais traitements sur le visage des prisonniers. Bon, ça c'est difficile à supporter. Alors, je ne vais pas parler d'état bien spécifique. Je peux simplement essayer de traduire l'état d'esprit qui existe auprès de ces États. Aujourd'hui, ces États sont, je dirais, pas très motivés, comme ils ne l'ont jamais été d'ailleurs, par rapport à la question du Haut-Karabakh. C'est une question qui est vraiment très secondaire pour eux. Et cette attitude est d'ailleurs assez condamnable parce que, bon, notamment en Europe,
qui se bat soi-disant au nom de certains principes, de certaines valeurs. Donc, dans un cas, pour ne parler que de l'Ukraine, fait tout ce qu'il faut pour défendre les Ukrainiens. Et dans un autre cas, ces mêmes principes, ces mêmes valeurs, apparemment, n'ont pas la même importance. Donc ça, c'est le premier point. Mais même, oublions le cas de l'Ukraine. Regardons l'attitude des nations européennes, voire occidentales dans leur ensemble, par rapport au Bélarus. Le Bélarus, qui est une autocratie, voire peut-être même une dictature. Ce pays est déjà au banc de la communauté internationale. Il y a toute une série de résolutions qui ont été prises contre ce pays, aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE. Il y a un rapporteur spécial des Nations Unies qui a été désigné, nommé pour la situation au Bélarus. Or, le Bélarus est une dictature qui est en rien comparable à la dictature azerbaïdjanaise et de M. Aliyev. Rien à voir. L'Azerbaïdjan est là et le Bélarus est là. C'est-à-dire que, encore une fois, même là, pour des dictatures, vous avez un double standard qui est appliqué par les nations occidentales. Donc, dans ce cadre-là, le Haut-Karabakh n'a pas d'enjeu, en tout cas économique, particulier pour ces nations. Et quelque part, maintenant que l'Arménie et l'Azerbaïdjan annoncent, même si c'est prématuré, de dire que le traité de paix sera signé, loin de là, l'effet d'annonce a tendance à leur faire lever le pied et dire le problème est réglé et passons à autre chose. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Des nations occidentales, mais aussi de la Russie d'ailleurs. La Russie est dans le même état d'esprit. Même pour la Russie, la question du Haut-Karabakh est réglée. Même si même la Russie proclame et défend le droit au retour. Comme la France, comme les États-Unis, comme beaucoup d'autres États européens. La priorité, c'est de faire libérer les prisonniers qui sont injustement et illégalement détenus aujourd'hui et jugés en Azerbaïdjan. Il est clair pour tout le monde, y compris pour les diplomates, qu'ils sont aujourd'hui otages de l'Azerbaïdjan pour obtenir plus de concessions du gouvernement arménien dans la négociation du traité de paix. Donc il y a un lien forcément avec ce traité de paix. Alors soit le traité de paix inclut une clause sur la libération de ces prisonniers, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. En tout cas, ni l'Azerbaïdjan ni l'Arménie n'en font mention. Soit c'est à la communauté internationale et aux autres États de s'emparer de ce sujet. Donc vous le savez, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Turk, a fait une déclaration forte là-dessus, mais le Parlement européen en a fait une la semaine dernière. Il y a toute une série d'instances internationales, intergouvernementales, qui ont fait des déclarations fortes et qui demandent la libération de ces prisonniers. Donc, il y a une base juridique et politique forte. Maintenant, la balle est dans le camp de l'Azerbaïdjan. En général, ce genre de pays est assez hermétique aux pressions extérieures, mais l'Azerbaïdjan, ce n'est pas la Turquie ni Israël. C'est-à-dire que ce sont des pays, Israël et la Turquie, c'est des pays autrement plus importants sur le plan diplomatique international que l'Azerbaïdjan. Même si l'Azerbaïdjan a l'atout de la fourniture de pétrole et de gaz,
Mais cet atout peut du jour au lendemain se retourner contre eux parce que il faut regarder plus largement ce qui se passe dans le monde. Le jour où les États-Unis et la Russie se seront mis d'accord autour du sujet de l'Ukraine, je pense que il y a toute une série de sanctions qui vont être levées et la Russie reprendra ses exportations directes, aura moins besoin de l'Azerbaïdjan. Et l'Europe, par là même, ne sera plus obligée de se fournir auprès de l'Azerbaïdjan.